Même si je suis la personne qui présente aujourd'hui, je veux mentionner que j'ai uniquement coordonné le projet. Tous les résultats que vous allez voir ont été générés par Sylvia Puscassu durant son projet de maîtrise. Aussi, le design et puis la conduite de l'évaluation terrain a été fait par notre CIH Simon Aubin en collaboration avec Yves Cloutier. Et puis le traitement statistique des résultats a été fait par Philippe Sarrazin. Donc, je vais commencer par débuter par une brève introduction pour être sûr que on utilise tous le même vocabulaire concernant les isocyanates. Alors aujourd'hui, la présentation va focuser sur un isocyanate en particulier, le MDI, que c'est le 4,4'-méthylène-diphénylméthane, que j'abrévie par MDI là, pour raison d'accélérer un petit peu la présentation. Donc, le MDI est utilisé dans la pulvérisation de mousse isolante. Il est composé de monomères et d'oligomères. Et puis, les monomères et les oligomères sont des sensibilisants puissants. Et puis, ils peuvent aussi faire de l'irritation cutanée. La conséquence majeure d'une exposition aux isocyanates est l'asthme professionnel. Et puis, la majorité des pays ont établi des OEL, des limites d'exposition permises à 5 ppb pour le monomère, mis à l'exception de quelques pays. Donc, ce qui est important de considérer avec les isocyanates, c'est que la toxicité peut être observée autant avec les oligomères que les monomères. Donc, dans un but de prévention, c'est important de faire un monitoring des deux formes, autant la forme monomérique que la forme oligomérique. Et puis, au niveau de l'analyse, durant le prélèvement, l'isocyanate doit être stabilisé sur le terrain parce que c'est des fonctions très réactives. Et puis, elles doivent être amenées par la suite au laboratoire pour une analyse subséquente. Donc, vous pouvez voir ici les dispositifs d'échantillonnage disponibles pour l'échantillonnage des isocyanates. Je vais commencer par parler par le barboteur. Le barboteur est encore aujourd'hui la méthode de référence pour l'analyse du MDI en milieu de travail. Donc, c'est une méthode de référence tout simplement due à son principe là, de fonctionnement, où est-ce que l'air est aspiré par l'orifice d'entrée ici, et puis les aérosols et puis les vapeurs sont conduits dans un solvant et impactent dans le solvant qui solubilise et puis, vu que le solvant contient un agent de dérivation, stabilise en même temps les isocyanates. Bien que c'est la méthode de référence, elle comporte plusieurs limitations. Donc, de par l'utilisation de solvants, il peut y avoir, par exemple, un bris du contenant en verre lors de l'échantillonnage en mode personnel. Il pourrait y avoir des fuites qui se produisent. Donc, depuis plusieurs décennies, les gens ont été appelés à chercher des méthodes aussi efficaces, mais alternatives au barboteur. Donc, on peut voir ici une seconde méthode qui est bien acceptée par la communauté en hygiène industrielle, qui est une méthode par filtration, où est-ce que les filtres, on a un premier filtre ici qui est imprégné pour échantillonner les vapeurs, puis on a un second filtre qui sert à échantillonner les aérosols, ce qui implique aussi une désertion du filtre sur le terrain. Donc, bien que cette méthode est bien acceptée en hygiène industrielle, elle comporte la limitation majeure de sous-estimer les concentrations de MDI mesurées. Donc, c'est pour ça qu'on continue à chercher d'autres méthodes alternatives, parce que, ultimement, ce serait d'utiliser les filtres parce qu'ils sont très simples d'utilisation puis ils ne comportent pas de solvant. Donc, une autre méthode qui a été mise sur le marché, c'est le A7 EZ4NCO, qui est aussi une méthode sans solvant, qui est simple à utiliser. Par contre, à l'époque du projet, avant de faire le projet, le A7 EZ4NCO n'était pas caractérisé pour l'application de mousse isolante du MDI. Donc, dans notre projet, on s'est proposé, en plus de développer notre approche, de caractériser aussi le A7 EZ4NCO pour connaître ses performances. Donc, les besoins qui étaient rencontrés, c'était de développer une méthode qui était conviviale pour l'analyse en poste personnel des aérosols de MDI dans la mousse isolante. Et puis, en plus, on voulait que le dispositif soit sécuritaire, donc contienne
le moins de solvant possible, et puis efficace, donc ayant une efficacité de collection similaire au barboteur. Donc, une approche qui n'avait pas été étudiée pour les isocyanates encore, c'était celle de l'utilisation d'un CIP10. À la base, le CIP10 avait été développé pour les poussières. Et puis, par la suite, il y a une autre configuration qui a été mise sur le marché pour échantillonner les micro-organismes. Donc, le CIP10 fonctionne à un débit d'échantillonnage de 10 litres par minute avec une efficacité de collection de au-dessus de 95 pour les aérosols ayant un diamètre aérodynamique au-dessus de 2,8. Puis, comme j'ai mentionné, ça n'avait jamais été utilisé pour les isocyanates. Donc, les objectifs de notre projet ont été, dans un premier temps, de trouver des conditions qui étaient compatibles autant pour le CIP10 que pour nos appareils de laboratoire pour permettre l'analyse. Et puis par la suite, de comparer l'efficacité du CIP10 et du A7 au barboteur. Donc, c'est ce que je vais présenter aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, pour adapter le CIP10, on s'est proposé d'utiliser la configuration M, qui est appelée M, qui est en fait la coupelle rotative pour les micro-organismes. Cette coupelle, à la base, contient un milieu aqueux qu'on s'est proposé de remplacer par un cosolvant non volatile, donc qui contiendrait l'agent de dérivation, donc ce qui permettrait une solubilisation et une dérivation simultanée des aérosols d'isocyanate. Donc, l'agent de dérivation qu'on a utilisé à l'intérieur du CIP10 était le 1,2-méthoxyphénylpyrazine, que je vais abrévier par MOPIP pour des raisons d'accélérer la présentation. Et puis, le dérivé formé était analysé par la suite en laboratoire par HPLC avec une détection par ultraviolet. Donc, le milieu aqueux, comme j'ai mentionné, a été remplacé par un cosolvant. Nous avons tenté deux cosolvants différents dans le CIP10. Dans un premier temps, nous avons tenté le diméthylpolysiloxane, qui est une base de polymère non volatile. Il y avait des extractions liquides-liquides qui étaient requises avant l'analyse en laboratoire, mais bon, le MOPIP était quand même miscible dans le diméthylpolysiloxane, ce qui en faisait un bon candidat comme cosolvant. Et puis, le deuxième cosolvant que nous avons tenté, c'est le tributylphosphate. Lui, c'est un solvant non volatile, non flammable, avec un très haut point d'ébullition, donc il ne s'évapore pas durant le phénomène de centrifugation dans le CIP10. Il dissout facilement le MOPIP, et puis la préparation des échantillons était un petit peu plus simple qu'avec le diméthylpolysiloxane, dû au fait qu'il n'y avait pas d'extraction liquide-liquide nécessaire avant l'analyse HPLC. Donc, vous pouvez voir un petit peu ici les performances analytiques que nous avons obtenues. C'est les performances analytiques que tout chimiste analyticien établit lors du développement de ces méthodes. Donc, on peut retrouver les limites de détection, quantification, le domaine de linéarité pour laquelle la méthode est utilisée, la précision, la récupération, l'exactitude. Donc, les résultats qui sont présentés ici, c'est les résultats pour le DMPS. Puis, on a fait les mêmes validations pour le tributylphosphate et puis nous avons obtenu des résultats dans le même ordre de grandeur. Donc, nous avons jugé qu'avec ces résultats, c'était suffisant pour conduire l'évaluation terrain que je vais présenter dans les diapositives suivantes. Donc, ce qui a vraiment déterminé le choix du cosolvant, ça a été l'expérience de perte d'échantillons. Donc, ce que nous avons fait, nous avons introduit volontairement du MDI dans le CIP10, autant dans un CIP10 contenant du TBP qu'un CIP10 contenant du DMPS. Et puis, nous avons vérifié s'il y avait perte de l'échantillon après 1 heure. Et puis, comme vous pouvez voir ici, avec l'utilisation du DMPS, il y avait une perte significative de l'échantillon de MDI au bout d'1 heure, ce qui a fait que nous avons retenu l'utilisation du TBP comme cosolvant à utiliser lors de nos études terrain. Donc, vous voyez un petit peu ici comment était disposé notre milieu d'échantillonnage. Donc, nous avions une chambre fermée avec les murs et les plafonds couverts par
des rideaux de vinyle. Nous avions 2 planches de panneaux de particules disposées aux 2 extrémités ici de la pièce. Et puis, au centre de la pièce, nous avons disposé une jarre d'échantillonnage que je vais décrire dans la diapositive suivante. La jarre était située près du professionnel qui appliquait la mousse isolante. Donc, la reproductibilité du setup qu'on a utilisé ici a été établie à l'aide de barboteurs. Et puis, nous n'avons pas vu de différence majeure entre la reproductibilité à l'intérieur et à l'extérieur de la jarre. Donc, nous avons décidé d'utiliser la jarre pour faire l'échantillonnage. Donc, si on regarde la jarre un petit peu plus en profondeur ici, on peut voir qu'on peut lui introduire 10 dispositifs d'échantillonnage de façon simultanée. Donc, on peut conduire un échantillonnage en parallèle pour 10 échantillonneurs. Et puis, la jarre est vraiment faite pour qu'il y ait une exposition uniforme des dispositifs d'échantillonnage au sein de la jarre. On a mis un ventilateur dans le bas, ce qui fait qu'il y a une aspiration par le haut de la cheminée ici. Et puis, chaque dispositif est exposé à la même concentration au sein de la jarre. Donc, on peut voir ici un premier graphique qui démontre la comparaison que nous avons conduite entre les barboteurs et puis les CIP10 pour le monomère de MDI. Donc, nous avons fait, ici sur l'axe des X, une douzaine de tests où est-ce qu'on demandait aux professionnels de pulvériser de la mousse sur les panneaux de plywood. Puis, comme que vous pouvez voir, pour l'ensemble des résultats, on a une différence d'environ 14 % entre la méthode CIP10 et puis la méthode barboteur. Cette différence-là on est considérée quand même négligeable comparativement à la variabilité environnementale normalement obtenue en milieu de travail. Et puis, si on regarde de façon plus précise les données, on voit que cette différence-là est vraiment due à la 3e journée d'échantillonnage. Si on considérait uniquement le jour 1 et le jour 2, il n'y aurait pas de différence significative entre les 2 méthodes pour le monomère du fait. Par contre, si on regarde au niveau des oligomères, on a obtenu la même tendance au cours des 3 journées, où est-ce que le CIP10 semblait donner des concentrations 2 fois plus élevées d'oligomères que la méthode par barbotage. Donc, le CIP10 semble plus efficace que les barboteurs pour échantillonner les oligomères de MDI. Maintenant, si on regarde la comparaison qu'on a faite avec le A7 EZ4 NCO, on peut voir ici qu'on a nos barboteurs et puis on peut voir une différence quand même marquée avec le A7. Le A7 sous-estime autant les monomères que les oligomères de MDI de façon significative. Les sous-estimations allaient de, je crois, 72 % de sous-estimation pour le monomère, puis plus de 90 % pour les oligomères. Donc, autre phénomène intéressant qu'on a observé avec le A7 aussi, c'est qu'il semblait saturé à un certain point. Donc, ici, même si on a des concentrations plus élevées de MDI, dans certains cas, lui, le A7, il donne toujours la même concentration. Donc, il semble saturé à un certain point, là, ce qui ne permet pas de titration de la concentration réelle en isocyanate. Donc, en conclusion, quand on développe des nouveaux échantillonneurs, il faut aller l'essayer sur le terrain le plus rapidement possible. Comme on a vu, le A7, c'est un échantillonneur qui est utilisé, mais qui n'était pas caractérisé pour le MDI. Puis, on a vu dans la caractérisation formelle qu'il sous-estimait les concentrations. Donc, c'est ce qu'on a eu en tête quand on a développé notre CIP10, d'aller le tester le plus rapidement possible sur le terrain pour s'assurer de sa performance. Et puis, comme j'ai mentionné, le CIP10 qui contenait le TBP semble une approche prometteuse pour l'échantillonnage du MDI en milieu de travail. Donc, évidemment, au niveau des travaux futurs, on a fait déjà une première étape d'établi qui montre que le CIP10 est prometteur. Maintenant, ça avait été fait avec une configuration qui était disponible en 2006. Il y en a une nouvelle qui est sur le marché depuis 1 an ou 2, si je ne me trompe pas.
Donc, on se propose d'aller l'essayer prochainement, encore une fois, avec la JAR pour voir si on a une différence de performance entre la configuration de 2006 et puis la configuration qui est maintenant commercialement disponible. Et puis, on veut aussi essayer le CIP10 sur un travailleur en poste personnel lors de l'application réelle là, de la mousse isolante. Donc, c'est des travaux qui vont être en cours cet été. Au niveau des remerciements, bon, j'ai présenté les auteurs un petit peu au début de la présentation, mais il y avait aussi quelques autres acteurs en arrière-plan quand on faisait nos expériences, dont Lucille Richard, qui a vraiment aidé de façon significative au laboratoire et puis pour l'échantillonnage terrain, ainsi que Isolation Majot et Frères qui nous ont ouvert leurs portes pour l'échantillonnage terrain. Je peux maintenant répondre à vos questions si vous en avez. J'ai terminé avec ce que j'avais à vous présenter.